Le 12 juin 1980, le service de police de Los Angeles reçoit un appel troublant. En nettoyant l'accotement d'une autoroute, un employé de la voirie trouve les cadavres de 2 jeunes filles. Elles étaient à moitié nues, cachées dans les buissons, mais on pouvait les voir de l'autoroute. Toutes 2 semblent avoir été tuées d'une balle dans la tête. Il y avait peu de sang sur les lieux du crime, ce qui indiquait qu'elles avaient probablement été tuées ailleurs, puis emmenées et jetées ici. Les policiers passent les lieux au peigne fin, mais ne trouvent aucun indice quant à l'identité des victimes ou de leur agresseur. Comme les 2 victimes étaient mineures, nous avons consulté la liste des personnes disparues et des fugueurs. Nous avons appris qu'elles avaient toutes les 2 fugué de la ville de Huntington Beach. Il s'agit de Cindy Chandler, âgée de 16 ans, et de sa demi-sœur, Gina Morano, âgée de 15 ans. Les policiers sont choqués par la violence du crime. Ça soulevait beaucoup de questions vu leur âge, la façon dont elles avaient été tuées et l'endroit reculé où les corps avaient été abandonnés. Gina a reçu 2 balles dans la tête. Le coroner retire 2 balles de calibre 25 du crâne et du torse de Cindy Chandler et signale qu'elle a été violée. Les enquêteurs questionnent les proches des 2 victimes et apprennent qu'elles n'en étaient pas à leur première fugue. À court de pistes, les enquêteurs concentrent leurs efforts sur les balles trouvées et tentent d'identifier l'arme du crime. Nous avons établi la liste de tous les propriétaires d'une arme de calibre 25 inscrits au registre. Elle était interminable. Deux jours plus tard, le 14 juin, la police de Los Angeles reçoit un autre appel étrange. Une femme déclare que son copain se vante d'être le meurtrier des 2 demi-sœurs. Elle désire confirmer la véracité de ses affirmations. Mais nous ne lui avons rien révélé et elle a raccroché, furieuse. Carol Bundy n'est pas née sous une bonne étoile. Elle vient au monde en 1943 et grandit à Los Angeles. Elle a vécu une enfance misérable. Ses 2 parents étaient alcooliques et violents. Elle recevait des corrections très dures, se faisait battre violemment et sa mère ne lui accordait aucune attention. Carol a 14 ans lorsque sa mère meurt d'une crise cardiaque. Cette nuit-là, le père de Carol l'a fait coucher avec lui dans son lit et lui a dit qu'elle devrait maintenant prendre la place de sa mère. En transgressant cette limite, son père a complètement chamboulé sa vision du monde. Après le remariage de son père 1 an plus tard, Carol passe par toute une série de familles d'accueil et sa vue commence à décliner. À l'école secondaire, elle est devenue très dévergondée. C'était sa façon d'attirer l'attention et d'avoir l'impression qu'elle était aimée des hommes. C'est comme ça qu'elle s'est forgée une identité. Carol Bundy éprouvait une attirance pour les hommes qui, selon elle, se conduiraient en héros envers elle, qui lui permettraient d'échapper à sa propre vie, qui la sauverait et qui saurait être un modèle pour elle. Elle voulait un homme qui prendrait les choses en main. En 1970, Carol, divorcée de son premier conjoint, se remarie dans le sud de la Californie. Elle travaille comme infirmière, mais sa vision s'étant détériorée, elle doit donner sa démission. Après 9 ans de mariage, le mari de Carol devient violent. Elle le quitte et se réfugie dans un foyer pour femmes battues.
Carol embellissait absolument tout. Elle idéalisait même les pires situations. Elle excusait tout le monde et était incapable de voir la réalité en face. On pourrait dire que sa cécité physique était le reflet de son aveuglement émotionnel. En janvier 1979, Carol Bundy emménage dans un complexe résidentiel de Los Angeles. Elle tombe amoureuse de Jack Murray, le gérant de l'immeuble, un homme marié. Jack était charismatique. Il chantait au Little Nashville Country and Western Club. Une horde de femmes l'admirait, et pas forcément de loin. Il était marié, il avait 2 adorables jeunes enfants. Et Carol était fermement décidée à l'enlever à sa femme. Carol et Jack ont bientôt une aventure clandestine. Jack l'a amenée voir le docteur afin qu'elle se fasse examiner les yeux. Elle a découvert qu'elle n'était pas aussi aveugle qu'elle le croyait et que sa vision pouvait être corrigée. Avec les bonnes lunettes, elle pourrait même retourner au travail. Carol se trouve un emploi d'infirmière dans un hôpital du coin et poursuit son aventure avec Jack. Il l'utilisait pour le sexe. Il prétendait qu'il quitterait sa femme pour elle. Elle lui a bêtement donné accès à son coffret de sûreté et il lui a volé quelques milliers de dollars. Carol s'est bien sûr sentie trahie et elle était très en colère. Après 1 an d'attente, elle supplie Jack de divorcer. Lorsqu'il refuse, Carol tente de soudoyer sa femme en lui offrant 1 500 $ pour laisser son mari. Jack a pété les plombs. Il l'a évincée sur le champ lorsqu'il a découvert qu'elle avait tenté de convaincre sa femme de le quitter en échange de 1 500 $. Le 28 décembre 1979, Carol sort au bar où se produit Jack. Elle s'entiche aussitôt d'un homme du nom de Doug Clark. Elle était une proie facile, car elle était perdue et elle avait extrêmement besoin d'affection. De plus, elle avait une si basse estime personnelle qu'elle était très facile à manipuler. Il est allé droit vers elle et il a invité Carol à danser. Elle a été conquise. Il lui murmurait des mots doux à l'oreille. Elle le trouvait si intelligent, si bien habillé. Elle pensait avoir trouvé l'homme de ses rêves. En juin 1980, les policiers de Los Angeles enquêtent sur le meurtre sordide de 2 fugueuses lorsqu'ils reçoivent un appel d'une femme qui affirme que son copain pourrait être le tueur. Carol Bundy croyait avoir trouvé en Doug Clark l'homme idéal. Doug était un beau parleur et était très imbu de lui-même. Il était vantard. Il impressionnait les femmes en parsemant son discours de mots français et en parlant de ses voyages. Il se vantait constamment, mais ça fonctionnait avec les femmes sur lesquelles il jetait son dévolu. Il savait repérer les femmes qui souffraient de solitude. Il avait l'instinct. Le père de Doug Clark était militaire et sa famille déménageait constamment à travers le monde. Ses parents l'ont un jour envoyé dans un pensionnat très cher en Suisse, mais Doug s'en est fait expulser. Ses parents ont donc décidé de l'envoyer dans une école militaire très sévère. Il n'avait pas de compte à rendre à qui que ce soit, et il n'avait personne sur qui prendre exemple. Il était plutôt paresseux à l'école. Il était intelligent, mais il tentait toujours de s'en sortir avec le moindre effort. Il a été initié à la sexualité à un très jeune âge, et particulièrement à des pratiques déviantes.
Alors qu'il était enfant, sa mère l'a surpris à quelques reprises à porter ses sous-vêtements ou les sous-vêtements de sa sœur. À l'école secondaire, Doug a du succès auprès des filles. Doug m'a dit qu'il avait des goûts sexuels un peu pervers, ce qui était étonnant pour un adolescent au secondaire. Il aimait cacher un magnétophone sous son lit pour enregistrer ses ébats amoureux et les faire écouter à ses amis par la suite. Les pratiques sexuelles de Doug sont de plus en plus perverses. Il passe des jeux de rôle aux jouets sexuels et au sadomasochisme. Ces pratiques faisaient maintenant partie intégrante de sa personnalité et sont devenues de véritables dépendances. Comme dans tout cas de dépendance, le corps s'habitue à ce qu'on lui donne et en demande toujours plus. Les dépendants ne se contentent jamais de ce qu'ils ont. Ils ont bientôt besoin d'un plus grand défi, d'explorer de nouvelles pratiques ou de satisfaire leurs besoins plus souvent. Mais aucune dépendance ne reste constante. Il en faut toujours plus. En 1967, Clark est forcé à s'enrôler dans l'armée. Il choisit les forces aériennes et déménage dans le sud de la Californie. 4 ans plus tard, il est libéré honorablement et se trouve un emploi de mécanicien d'appareils à vapeur à Los Angeles. Il avait un QI élevé pour quelqu'un qui n'avait pas étudié à l'université. Il alliait étrangement un charme rassurant et une voix tendre à des yeux effroyablement vides que tout le monde qu'il rencontrait remarquait. On pouvait se perdre dans ses yeux. Lorsque Doug aperçoit Carol dans toute sa vulnérabilité, il sait qu'il peut la séduire. Il savait que Carol était une proie facile. Elle était seule dans un bar, elle avait 37 ans, 10 kilos en trop, elle portait d'épaisses lunettes, elle se plaignait sans cesse et elle buvait. Elle était exactement ce qu'il cherchait, car il savait qu'elle accepterait vite qu'il emménage avec elle et qu'elle le ferait vivre. Il savait qu'elle le laisserait vivre avec elle sans qu'il n'ait à faire quoi que ce soit, si ce n'est que de lui témoigner un peu d'attention. Quelques semaines plus tard, Doug et Carol se louent un appartement à Burbank, en Californie. Il avait longtemps cherché une femme qui partagerait ses fantasmes meurtriers. Peu à peu, Doug lui fait part de ses fétichismes sexuels sadiques. Il a trouvé en Carol quelqu'un d'ouvert à ses déviances. Et puisqu'il alliait ses fantasmes violents à leurs ébats amoureux, Carol s'est désensibilisée à l'idée de commettre des actes de violence extrême. Carol avait toujours aimé l'idée de se comporter un peu comme une esclave. Carol partage bientôt les désirs pervers de Doug et ne s'indigne aucunement lorsqu'il ramène des femmes à la maison, même leur petite voisine de 11 ans. Elle savait ce que c'était de se faire toucher, caresser et violer par un homme, alors que l'on n'est qu'une jeune fille. Alors, lorsqu'elle a vu Doug Clark faire de même avec une fillette de 11 ans, ça ne l'a pas choquée outre mesure. Elle avait vu d'autres hommes prendre le contrôle et faire ce qu'ils voulaient. Après tout, qui était-elle pour juger cette conduite? Le 24 avril 1980, Doug convainc Carol de demander un permis d'arme à feu et d'acheter 2 pistolets automatiques Raven de calibre 25. Désireuse de le satisfaire, elle le fait sans protester. Ils se sont rendus chez un prêteur sur gage du boulevard Van Nuys et ils ont acheté 2 petites armes automatiques Raven qu'ils appelaient leurs jouets. Il y en avait un pour Carol et un pour Doug. Maintenant, rien ne peut empêcher Doug de réaliser ses sordides fantasmes sexuels. Doug rôde dans les rues de Los Angeles.
2 mois plus tard, Doug révèle à Carol que c'est lui qui a commis les meurtres des 2 fugueuses. Il savait que c'était mal, mais il l'a tout de même fait, il ne s'est pas fait attraper. Il a aimé l'expérience et il ne comprenait pas pourquoi c'était mal. Doug est narcissique. Il était complètement plongé dans son petit monde et il n'y avait que ses désirs qui comptaient. C'est à ce moment que Carol appelle la police pour savoir s'il dit vrai. Il savait qu'elle n'aurait aucune réaction en voyant le sang sur ses vêtements. Il savait qu'elle ferait tout pour le garder. C'est ainsi qu'il l'a initié à une nouvelle perversion, le meurtre. Carol comprenait que les petits jeux auxquels Doug et elle s'étaient jusque-là adonnés étaient maintenant bien réels. En ne fréquentant que Doug, Carol perdait progressivement contact avec la réalité. Elle était en train de perdre son identité propre. Petit à petit, Doug renforce son emprise sur Carol. Carol prend bientôt part aux escapades nocturnes de Doug. Doug lui a dit qu'il voulait une femme qu'il aimait assez pour tuer pour lui. Carol tentait donc de prouver à Doug qu'elle l'aimait vraiment. Puis il lui a expliqué comment il s'y prenait. Il lui a montré l'endroit où il s'était débarrassé des corps. Il lui a raconté à quel point c'était excitant. Puis un soir, il l'a emmenée avec lui, ce qui était très excitant pour elle, puisque c'était une forme d'intimité. Elle se disait, il partage avec moi son petit secret. Il me fait confiance. Non seulement il m'emmène avec lui pour me montrer comment il a commis ses meurtres, mais il me fait confiance. Le 20 juin, Carol aide Doug à tuer une prostituée. Carol a non seulement tiré plaisir de cette aventure et de la nouvelle importance qu'elle lui accordait, mais je crois qu'elle en a aussi tiré un plaisir sexuel, tout comme lui. Pendant que la police enquête sur les meurtres des demi-sœurs Cindy Chandler et Gina Marano, Carol s'enfonce de plus en plus loin dans le monde sadique de Doug. Carol a suggéré à Doug de commettre des meurtres de plus en plus sordides afin que la police recherche un psychopathe et non un homme sain d'esprit comme lui. En juin 1980, la police de Los Angeles enquête sur le meurtre de 2 jeunes filles. Les enquêteurs ignorent que 2 tueurs sadiques, Doug Clark et Carol Bundy, frappent au hasard dans les rues de la ville. Le 23 juin, la police reçoit un appel d'urgence au sujet de coups de feu tirés à Burbank. En arrivant sur les lieux, les policiers trouvent une femme inconnue gisant dans un caniveau. Elle est toute habillée et elle a reçu une balle dans la tête. À l'aide de ses empreintes digitales, on l'identifie comme étant Karen Jones, une prostituée originaire de l'Arkansas. 3 heures plus tard, un employé d'un restaurant du coin trouve le corps nu et décapité d'une jeune femme près d'un conteneur à déchets. Je ne me souvenais pas d'avoir travaillé sur une affaire comme celle-là. Les décapitations sont très rares. D'autres unités fouillaient les conteneurs à déchets et les rues, croyant retrouver la tête près du corps.
Ils ont aussi inspecté des motels, consulté la liste des personnes disparues et fouillé tout le quartier. Mais ils n'ont retrouvé que le corps. Ces empreintes digitales l'identifient comme étant Ixie Wilson. Tout comme Karen Jones, trouvée plus tôt dans la journée, Ixie est une prostituée originaire de l'Arkansas. Nous avons découvert qu'elles travaillaient ensemble et qu'elles étaient arrivées à Los Angeles 2 jours plus tôt. Elles avaient fait le chemin ensemble. Soudainement, il y avait un lien entre les deux affaires. Mais les policiers n'ont aucune raison de soupçonner que ces meurtres sont liés à celui des demi-sœurs Gina Morano et Cindy Chandler. Ils passent les jours suivants à questionner les résidents du quartier. La dernière fois qu'on avait vu Ixie et Karen, c'était sur Sunset Boulevard, vers minuit. Grâce à ce renseignement, nous avons déterminé qu'elles avaient été tuées au cours de la même nuit. Cette étrange histoire de double meurtre se répand rapidement à travers la ville. Doug Clark apprécie cette soudaine publicité. Lorsqu'il a vu que des articles sur les meurtres apparaissaient dans les journaux, il les lisait afin de voir où en était la police dans leur enquête. Ça l'amusait de savoir que lui savait ce qui s'était passé. C'était lui qui menait le bal, et il avait bien l'intention de s'amuser davantage en leur jouant quelques tours de plus. Carol se laisse emporter par l'excitation et le désir de plaire à Doug. Le 27 juin, à quelques kilomètres de l'endroit où a été trouvé le corps d'Ixie Wilson, un homme tombe sur une étrange boîte. La boîte contenait un T-shirt rose sur lequel était écrit « Fille à papa », dans lequel était enveloppée la tête d'Ixie Wilson. Après avoir trouvé la boîte, on a remarqué que la tête était congelée. Elle a donc été envoyée au bureau du coroner qui l'a fait dégeler et qui a prélevé des échantillons dans la gorge. Du sperme a été trouvé. Pourquoi avoir gardé cette tête congelée? Nous avons tout de suite pensé à la nécrophilie. Les policiers savent maintenant qu'ils ont affaire à une personnalité déviante. J'ai tout de suite imaginé un homme bizarre qui vit dans un monde de fantasmes. Et nous n'étions pas au courant de tout ce qu'il avait fait. Le coroner retire une balle de calibre 25 de la tête d'Ixie Wilson et la compare à celle qui a tué son amie Karen Jones. La même arme avait été utilisée. Les enquêteurs se rappellent que Gina Morano et Cindy Chandler ont aussi été tués d'une balle de calibre 25. L'analyse balistique des balles trouvées dans les corps de Cindy Chandler, Karen Jones et Ixie Wilson révèle qu'elles ont été tirées avec une arme automatique Raven de calibre 25. C'est alors que nous avons su que nous avions affaire à un tueur en série. Un homme gravement perturbé rôdait dans les rues. L'affaire était d'autant plus grave que nous avions l'impression qu'il avait tenté de nous envoyer un message. Les enquêteurs concentrent leurs efforts sur la toute dernière piste, la boîte. Ils veulent découvrir qui l'a achetée. Nous avons trouvé le manufacturier et mon partenaire et moi nous sommes rendus à un magasin de la ville de Sylmar. Nous nous sommes entretenus avec le gérant qui a regardé dans ses dossiers et nous a dit qu'il n'avait vendu qu'une seule boîte. La boîte a été achetée par une femme de race blanche. Les enquêteurs interrogent les prostituées de Sunset Boulevard. Ils savent que l'une d'elles saura reconnaître le meurtrier. Nous n'avions qu'un seul objectif, élucider cette affaire.
Lorsque les crimes deviennent de plus en plus étranges, comme dans cette affaire, il faut faire tout en notre pouvoir pour les résoudre. Après la découverte de la tête Dixie, Doug se retourne contre Carol. Doug en voulait de plus en plus à Carol. Il la traitait d'incapable. Elle avait peur qu'il la tue, d'être sa prochaine victime. Quelques jours plus tard, le 30 juin, un autre cadavre est découvert. Nous avons trouvé le corps décomposé parmi des déchets dans la vallée de San Fernando. Il s'agit du corps de Marnette Comer, une fugueuse de 17 ans, originaire de Sacramento. Le coroner estime qu'elle est morte il y a 3 semaines. On trouve 2 balles de calibre 25 dans le corps. Nous avons appris que la dernière fois qu'elle a été vue, elle portait un T-shirt sur lequel était écrit « Fille à papa ». Nous avons compris que c'était le message qu'il nous transmettait. Nous livrer le reste du corps Dixie, c'était sa façon ignoble de nous faire comprendre qu'il avait commis d'autres meurtres. C'était enrageant, car il jouait à un jeu très dangereux. À Los Angeles, en 1980, les policiers suivent la trace de 2 tueurs en série, Doug Clark et Carol Bundy, après que ces derniers ont sauvagement tué 5 femmes. Le 3 août, Carol Bundy appelle son ancien petit ami, Jack Murray. Elle avait toujours des sentiments pour Jack. Elle a fait allusion au crime que Doug et elle commettaient. Elle lui dit craindre que Doug ne la tue et lui demande de l'aider à s'enfuir. Je ne crois pas que Jack Murray la croyait au départ. À mon avis, il pensait qu'elle fabulait. Afin de prouver ses dires, Carol lui montre un sac dans lequel se trouvent les objets dont elle se sert pour commettre ses meurtres. Jack accepte de la rencontrer dans sa fourgonnette le soir même. Quelques jours plus tard, la femme de Jack Murray signale sa disparition à la police de Van Nuys. Nous avons envoyé un avis de recherche pour retrouver sa voiture, mais personne n'a signalé quoi que ce soit. Les jours passaient et nous étions de plus en plus inquiets. Le 9 août, des résidents de Van Nuys appellent la police pour se plaindre d'une odeur nauséabonde qui s'échappe d'une fourgonnette stationnée dans la rue. Les policiers reconnaissent le véhicule de Jack Murray. Les enquêteurs sont ébranlés par ce qu'ils y trouvent. Je m'attendais à y trouver le corps de Jack Murray. Mais même dans mes pires cauchemars, je n'aurais jamais imaginé trouver son corps dans cet état. Il était plié en 2, affalé sur 2 fauteuils. En me rapprochant, j'ai vu qu'à l'endroit où aurait dû se trouver sa tête, il n'y avait qu'un oreiller ensanglanté et pas de tête. Il y avait beaucoup de sang. Son corps était boursouflé car il avait passé un bon moment dans cette fourgonnette où il faisait très chaud. Il avait aussi reçu des coups de couteau. Les policiers ignorent où se trouve la tête de Jack Murray, mais ils trouvent dans la fourgonnette une douille de balles de calibre 25. Une autopsie révèle que Jack Murray a aussi reçu 9 coups de couteau. Lorsqu'on a trouvé Jack Murray décapité, nous avons immédiatement supposé que son meurtre était lié aux autres crimes en raison des similitudes. Les policiers questionnent les employés du bar où il travaillait. C'est sur Carol Bundy que se sont portés les soupçons, car Jack lui avait soutiré beaucoup d'argent. Il y avait aussi le fait qu'elle était son ex-petite amie
et qu'elle lui en voulait. Les enquêteurs se rendent chez Carol et la conduisent au poste de police pour l'interroger. Son colocataire, Doug Clark, tient à l'accompagner pour lui apporter son soutien. Doug voulait venir au poste avec nous afin de nous aider. Il tenait à assister à l'interrogatoire de Carol. Les enquêteurs questionnent Carol au sujet de ses allées et venues le jour de la disparition de Jack Murray. Elle affirme avoir passé toute la journée avec Doug. Carol me rendait très mal à l'aise. Elle était plutôt effrayante. Elle se montrait gentille, puis froide l'instant d'après. Son discours était fluide pendant un moment, puis confus l'instant d'après. Puis, j'ai interrogé Doug Clark. Bien qu'il faisait plutôt frais au poste, il transpirait à profusion. Il était nerveux et agité. Mais il essayait de coopérer avec nous. Quelque chose clochait. Il savait quelque chose et il se sentait coupable. Coupable de quoi, je l'ignorais, mais quelque chose clochait. Il m'a dit que Carol était avec lui toute la nuit et qu'elle ne pouvait donc pas être mêlée à cette affaire. Les policiers mettent aussitôt en doute les déclarations de Carol et de Doug. Il y avait quelque chose de louche, mais nous n'avions pas assez d'informations pour les placer en détention ou pour les arrêter. Quelques jours plus tard, le 11 août, Doug Clark appelle la police de Van Nuys. Il désire modifier sa déclaration quant à la nuit de la disparition de Jack Murray. Il affirmait maintenant qu'elle était avec lui au départ, mais qu'elle était partie et qu'elle n'était revenue qu'à 4 heures du matin. Il a immédiatement tenté de faire d'elle le bouc émissaire en disant que c'était une femme manipulatrice et folle. Les psychopathes ont souvent tendance à tenter d'incriminer les autres. Je lui ai dit que j'irais lui rendre visite afin d'en parler en personne plutôt qu'au téléphone. Le même jour, la police reçoit aussi un appel de Carol Bundy. Carol savait qu'elle et Doug étaient pris au piège. Il y avait désormais trop de preuves. Elle était trop proche de Jack Murray. Trop de gens savaient qu'elle lui avait parlé ce soir-là. À ce moment-là, elle avait toujours très peur que Doug la tue. Carol avoue avoir tué Jack Murray. Elle avait tenté de convaincre Jack qu'elle était en danger, mais elle avait peur que ça ait l'effet inverse et qu'il la dénonce à la police. Carol a attiré Jack dans la fourgonnette pour faire l'amour. Mais elle lui a plutôt tiré une balle dans la tête. Elle l'a décapité pour éviter que les policiers ne trouvent les balles. Ce n'était pas parce qu'elle était furieuse contre lui. C'était seulement une façon de faire un peu de ménage afin de s'assurer que les policiers ne trouvent pas de preuves. Cependant, elle avait oublié de ramasser les douilles. C'est pourquoi elle craignait de se faire attraper. Elle avoue aux policiers que Doug et elle sont les tueurs en série qu'ils recherchent. It's fun to kill people, and if I was allowed to run loose, I'd probably do it again. I have to say, I know it's going to sound sick, it's going to sound psycho, and I don't really think I'm that psycho, but it's kind of fun. Like riding a roller coaster. Not the killing, not the watching somebody die, because we didn't kill them in any way that they'd suffer. Les enquêteurs vont la chercher en voiture et elle leur fait voir des vêtements qui appartenaient prétendument à certaines des victimes. Elle leur remet aussi des photos de Doug et de la fillette de 11 ans. Ce sont des preuves suffisantes pour l'arrêter pour agression sexuelle sur une mineure. Les policiers de Van Nuys se rendent au lieu de travail de Doug. Il m'a vu et avec un grand sourire, il m'a envoyé la main. Il croyait à ce moment que nous recherchions Carol. C'était très satisfaisant de lui serrer la main et de lui passer les menottes. J'ai aimé ce moment. Il le place en détention pour agression sexuelle sur une mineure pendant qu'il tente de trouver des preuves qui le relieraient au meurtre. Pendant que les enquêteurs interrogent Doug,
Carol avoue tout. Elle croyait que ça lui permettrait de reprendre le dessus. Elle croyait que la police était sur le point de les attraper. Elle savait que la police avait trouvé des preuves qui relieraient son arme au meurtre. Elle a fait semblant de tout avouer parce qu'elle n'en pouvait plus et qu'elle était rongée par les remords. Mais en fait, pendant sa déclaration, elle flirtait avec les policiers et elle leur disait à quel point elle s'était amusée. When they discovered Jack Marie's body, and I want to make this perfectly clear because Doug didn't do Jack, I did Jack, that he was in no way involved with Jack Marie's things. So hang him on his own stuff, don't hang him on mine. Les policiers lui demandent ce qu'elle a fait de la tête de Jack Murray. Carol a dit à Doug qu'elle avait ramené Jack à la maison. Doug s'est écrié « Pourquoi tu fais ça? Tu sais bien que je le déteste. » Elle a ri et elle lui a montré le sac à ordures noir. Puis il a regardé dans le sac et ils se sont mis à rire. Ils se sont rendus dans un quartier où les ordures étaient au chemin pour être ramassées au matin et ils se sont débarrassés du sac. Elle avait ramené la tête à la maison en guise de trophée pour lui prouver qu'elle valait autant que lui. Sans aucune preuve solide autre que la déclaration de Carol, les enquêteurs craignent de devoir relâcher Doug. Dans toute affaire, le vrai travail commence généralement après l'arrestation. Toutes les analyses ont été faites, le suspect a été arrêté. Maintenant, il faut prouver qu'il est coupable. Doug avoue avoir aidé Carol à se débarrasser de la tête de Jack Murray, mais il nie toute implication dans les meurtres. Il a immédiatement déclaré « Je n'ai rien fait. Jack Murray et elle ont tout commis ensemble. » Même en détention, Doug ne perd jamais confiance. Il sait que les armes sont enregistrées au nom de Carol et que la police n'a aucune preuve matérielle contre lui. En août 1980, les enquêteurs de la police de Los Angeles gardent les présumés tueurs en série Doug Clark et Carol Bundy en détention après que Carol a avoué avoir été impliquée dans les meurtres. Mais ils ont du mal à trouver des preuves qui appuieraient ces allégations. Les enquêteurs fouillent l'appartement de Carol et de Doug. Ils y trouvent de nombreux magazines pornographiques et des jouets érotiques, mais aucune arme. Le plus important, c'était de retrouver les pistolets qu'elle appelait ses jouets. C'étaient 2 armes automatiques Raven de calibre 25 identiques. Elle avait le sien et lui aussi. Nous lui avons demandé où étaient les armes et elle a répondu que Doug les avait. Mais nous avons fouillé son casier, son lieu de travail et nous n'avons rien trouvé. Le 13 août, Carol Bundy est officiellement accusée du meurtre de Jack Murray et détenue sans possibilité d'être libérée sous caution jusqu'à l'enquête préliminaire. Les enquêteurs questionnent Carol au sujet de Cindy Chandler et de Gina Morano. Elle leur révèle que Doug les a fait monter sur Sunset Boulevard. Pour Carol, parler des meurtres, c'était un peu comme expliquer une recette. C'était très simple, comme parler de tout et de rien. Okay, the 2 sisters were called the twins because they were sisters. The brunette girl, the 15-year-old, she didn't have a chance even to be aware of what was going on. It was bang, bang. Elle déclare qu'après les avoir abattus, Doug a gardé leur corps dans un entrepôt pour satisfaire ses besoins sexuels avant de s'en débarrasser. La nécrophilie n'est pas une pratique bien comprise. Mais de prime abord, sachant que Doug avait tendance à tuer les femmes qui le contrariaient ou qui l'insultaient, je dirais que ça l'attirait parce qu'une femme morte ne peut pas rire de vous ou critiquer votre performance sexuelle. Les policiers inspectent l'entrepôt que Doug a loué à Van Nuys. L'entrepôt était vide, mais quelque chose sur le plancher de béton attirait l'attention.
On pouvait distinguer un rectangle particulièrement propre sur le plancher. Carol nous avait dit que Doug avait placé un matelas à cet endroit. Le reste du plancher était maculé d'une substance rouge. On distinguait des traînées rouges et une empreinte de pas rouge. C'était une scène de crime affreuse. Il se rappelle la tenue de Doug lors de son arrestation. Il portait des bottillons. Le lendemain matin, nous nous sommes rendus à la prison et nous les avons saisis. Les bottillons de Doug correspondent à l'empreinte de pas trouvée dans l'entrepôt. Les policiers inspectent aussi la voiture de Doug et y trouvent des trous de balles et du sang séché. Les enquêteurs détiennent désormais les preuves matérielles qui leur manquaient, mais Carol continue d'en révéler toujours plus. Elle raconte aux autorités ce qui est arrivé à Karen Jones et à Ixie Wilson. Doug a aperçu Karen qui a dit quelque chose qui ne lui a pas plu. Il s'est fâché contre elle et il est reparti. Puis, il a fait monter Ixie. Il l'a tué, puis il s'est débarrassé de son corps tout en gardant sa tête dans un sac sur le siège arrière. Puis, il est retourné sur Sunset Boulevard pour retrouver Karen, contre qui il était toujours furieux. J'ignore ce qu'elle lui avait dit, mais ça l'avait contrarié et il lui avait dit « J'aurai ta peau ». Il est donc retourné pour la retrouver. Doug a ramené la tête d'Ixie Wilson à la maison. Carol maquillait la tête d'Ixie tous les matins pour Doug. À voir l'expression sur le visage de Carol lorsqu'elle en parlait, ils en tiraient beaucoup de plaisir. C'était bizarre. Carol affichait un air de suffisance. Elle se croyait indispensable. C'est ce qu'elle avait dit à la police. Elle était leur seul lien avec le tueur de Sunset Boulevard. Et les policiers la traitaient aux petits oignons depuis le tout début. Je ne crois pas qu'elle comprenait la gravité des crimes qu'elle avait commis. Carol affirme ne rien savoir du meurtre de Marnette Comer, la 5e victime. Mais elle avoue avoir aidé Doug à tuer une autre prostituée et à se débarrasser de son corps. Puis, le 15 août, l'un des collègues de travail de Doug découvre 2 armes automatiques Raven de calibre 25 derrière quelques briques détachées du mur de l'usine où il travaille. Nous tenions enfin les pistolets que nous avons fait analyser. C'étaient les armes qui avaient servi à tuer les femmes et dont Carol s'était servie dans la fourgonnette de Jack Murray. Ces armes étaient d'une importance capitale car non seulement c'étaient les armes des crimes, mais elles étaient enregistrées au nom de Carol. Outre l'accusation d'agression sexuelle sur une mineure, 5 chefs d'accusation de meurtre au premier degré sont portés contre Doug pour les meurtres de Gina Morano, Cindy Chandler, Karen Jones, Ixie Wilson et Marnette Comer. Le 26 août, en inspectant des châteaux d'eau dans Antelope Valley, un ouvrier trouve quelque chose d'inattendu dans les buissons. Il a trouvé un squelette. Il y avait dans la tête une balle de calibre 25 qui correspondait aux armes du crime. Les policiers sont incapables d'établir l'identité de cette nouvelle victime. Mais Doug est maintenant accusé de 6 meurtres au premier degré. Le 28 janvier 1983, Doug est reconnu coupable de 6 chefs d'accusation de meurtre au premier degré dans des circonstances aggravantes, ainsi que de tentatives de meurtre, de voies de fait graves et de mutilation de restes humains. Il est condamné à mort. Deux mois plus tard, une 7e victime inconnue est retrouvée. Carol affirme qu'il s'agit de la prostituée que Doug a tuée avec son aide. Carol fait face à 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Elle a d'abord tenté de plaider non coupable pour cause d'aliénation mentale.
Elle prétendait qu'elle était si subjuguée par Doug qu'elle était en état de psychose aiguë lors de chacun des crimes. Mais elle a vite compris qu'il n'y avait aucune chance qu'un psychiatre ou un psychologue confirme ces allégations. Elle s'est donc résignée à tout avouer et à avaler la pilule. Le 2 mai 1983, Carol conclut une négociation de peine qui la sauve de la peine de mort. Elle écope de la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 52 ans pour le meurtre de la prostituée inconnue et de Jack Murray. Je suis parfaitement convaincue que Carol n'aurait jamais tué qui que ce soit sans Doug. Elle portait sans doute énormément de colère résiduelle de son enfance en elle. Mais sans Doug Clark, Carol n'aurait jamais commis de meurtre. En 2003, Carol Bundy meurt d'une insuffisance cardiaque en prison. Doug Clark attend toujours la peine de mort. Il n'a jamais reconnu sa culpabilité. Le plus troublant dans l'histoire de Doug Clark et de Carol Bundy, ce sont les longues périodes pendant lesquelles ils avaient l'air parfaitement normaux. Et puisqu'ils étaient intelligents et futés, qu'ils avaient l'air si ordinaires, il fallait parfois se rappeler qu'ils avaient commis les crimes les plus abominables. C'était ça, le plus effrayant. Que peut-on dire d'un homme qui a commis ces crimes? Je crois qu'il est impossible de le décrire. La seule chose que je peux dire, c'est que c'était un fils de pute de la pire espèce.